Rencontre avec, une émission préparée et animée par Jean-François Soulet et Frédéric Gelbert. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de Rencontre avec, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Bernard Voincher, architecte. Bernard, bonjour. Bonjour. Alors, Bernard, donc vous êtes né, j'ai consulté comme tout le monde maintenant la chronique de Wikipédia, vous êtes né comme Cyrano à Bergerac, sauf que lui, je crois, n'est jamais né à Bergerac. Mais vous êtes donc de la Dordogne. Oui. Et immédiatement, je vous pose la question banale peut-être, mais qui nous intéresse tous, l'idée de devenir architecte à 2 ans, 3 ans ou 4 ans? Très tard. Bon, À 5 ans donc peut-être. Oh, non, à 18 ans. Oui. Je vous dirais que c'est en revoyant les livres de mathématiques qu'il fallait bûcher, parce que j'étais inscrit à Fermat, que je suis rentré à midi et j'ai demandé à mes parents, je ne veux plus aller à Fermat, parce que j'ai vu 7 livres de maths et vert foncé, écrit en noir dessus, et je veux faire autre chose. Alors, écoute, si tu veux faire autre chose, il faut que tu trouves, maintenant que c'est le 15 juillet, il faut trouver quelque chose encore ouvert. Qu'est-ce que vous faisiez à Fermat? Eh bien, j'étais inscrit à... En prépa? En prépa. Prépa quoi? Maths sup, maths spé? Oui, voilà. Et donc, j'avais un frère, ou j'ai un frère plutôt, qui était prof de dessin, qui avait été allé aux Beaux-Arts, qui m'a introduit aux Beaux-Arts par derrière, parce que les inscriptions étaient finies, et j'ai pu m'inscrire en architecture. Aux Beaux-Arts de Toulouse. Aux Beaux-Arts de Toulouse, voilà. Donc Parce qu'il n'y avait pas encore d'école d'architecture, elle était aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, voilà. Oui. Voilà. Donc c'est pas du tout... c'est peut-être quelque chose qui était derrière, bien caché, je pense, parce que je dessinais, voilà. Mais bon, c'est très tardif et hasardeux d'ailleurs, hein, parce que finalement, j'aurais très bien pu ne pas être inscrit là, et puis j'aurais certainement fait autre chose. Et vous ne l'avez jamais regretté, je suppose? Ah non, bien sûr. Bon. Et donc, sur cette notice, donc, qui a été mon point de départ, qui est sur le net, il y a marqué « Architecte », en parlant de vous, ancien élève de Tony Garnier. Alors, Tony Garnier, je vous demande d'en parler un petit peu, mais je pense quand même que c'est vous vieillir énormément que de dire ancien élève, parce que Tony Garnier est pratiquement mort quand vous êtes né. Oui. Donc, mais aujourd'hui, sauf bien sûr parmi les architectes et les spécialistes, on ne sait plus qui était Tony Garnier. On sait de temps en temps quand même qu'il est de Lyon, oui. Mais c'est tout. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous dire pourquoi il vous a inspiré? Alors, Tony Garnier, j'ai été élève de l'atelier qui formait des urbanistes. D'accord. Hein, c'est-à-dire qu'en fin d'études, j'ai fait aussi un an ou deux d'urbanisme. À Lyon, alors? Non, à Paris. Ah, c'était à Paris. Voilà. D'accord. Donc, c'est approximatif ce qu'on vient de dire, mais voilà, c'était... Et Tony Garnier était un grand architecte, et je ne sais pas pourquoi, qui a fait d'urbanisme à Lyon, il a fait des grands aménagements, mais je ne m'étais jamais posé la question pourquoi ça a été Tony Garnier. C'est peut-être lui qui l'a fondé, je ne sais pas, il faudrait regarder. Mais idéologiquement, Tony Garnier donc, avait adhéré aux idées socialistes, il était devenu ami avec Édouard Herriot, oui. Donc c'était un homme de gauche qui voulait traduire dans l'espace, disons, les rêves un peu d'une société égalitaire, apaisée. Oui, tout à fait. Oui. Donc vous acceptez ce lien avec lui, cette inspiration un peu? Oui. De toute façon, oui, c'est ce que je pense. Oui. Moi, je suis effectivement assez sensible à ce que disait Tony Garnier, mais il n'y a pas que lui d'ailleurs. Hein, voilà. Bien sûr. Et
Tony Garnier, bon, il a fait notamment les halles, enfin les abattoirs. Ah oui, oui. Voilà, le stade. Berlin, ouais. L'hôpital actuel à Édouard Herriot. Oui. Mais quelle était sa caractéristique? Quels matériaux utilisait-il plus que d'autres? Oh non, c'est un architecte non, il est vraiment tout à fait de son temps, quoi. Il était, je dirais, moderne entre guillemets par rapport à son temps. C'est quelqu'un qui a cherché, qui a voyagé, oui. Il paraît qu'il aurait quand même travaillé surtout, si on peut dire comme ça, avec du béton. Oui, parce que c'était l'époque, voilà, vraiment. Voilà, l'époque, oui. Mais pour faire les grands bâtiments qu'il a fait, effectivement, c'était le béton était le matériau qu'on utilisait à cette époque-là. Et qu'on utilise encore d'ailleurs. Hein. Donc vous devenez architecte, au départ architecte libéral, si j'ai bien compris, à partir de 1967. Vous allez le rester 7 ans. Oui. Et où êtes-vous là? Vous êtes à Paris toujours? Alors, non, dès la fin de mes études et au moment où je fais l'atelier Tony Garnier, il y a des architectes qui étaient professeurs dans cet atelier qui m'ont demandé de venir travailler chez eux. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'Actua, c'est une agence qui a disparu depuis, et j'ai eu d'une certaine manière la chance d'être demandé, c'est cette entreprise, cette agence qui m'a demandé d'aller travailler avec l'architecte Potier, parce qu'on avait plus ou moins gagné un concours avec lui, et ce concours c'était la nouvelle école polytechnique sur le planète Saclay. Donc, j'ai été l'envoyé tout jeune de l'agence chez Potier pour faire un tiers de la nouvelle école polytechnique avec des laboratoires, les maisons des habitants, l'hébergement pour les étudiants, les gymnases, les piscines et puis la chapelle. Ça a été une chance extraordinaire. Extraordinaire. Et j'ai été encore plus de chance parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un très bon ami qui était le fils de Froidevaux, qui était l'inspecteur général à cette époque-là, qui faisait des études sur le secteur sauvegardé. Et par hasard, il m'a demandé si je ne voulais pas faire le secteur sauvegardé de Périgueux, puisque j'étais de Dordogne. Et donc j'ai eu ces deux travaux mi-temps pour l'école polytechnique et le secteur sauvegardé de Périgueux. Et j'ai à ce moment-là perçu la grande dichotomie qu'il y avait entre les gens qui ne pensaient qu'à construire et les gens qui ne pensaient qu'à restaurer. Et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est ça, cette fusion entre les deux. Et c'est comme ça que l'architecte Froidevaux, qui est inspecteur général, qui s'occupait notamment de grands édifices, et du Mont-Saint-Michel, qui m'a demandé de suivre les cours de Chaillot. Et Chaillot, c'est une école qui forme les architectes au niveau de la restauration, notamment pour former les architectes en chef des monuments historiques. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir en même temps une formation d'architecture contemporaine et puis de me préoccuper de l'évolution de l'existant. Voilà. Ça, c'est ce qui m'a passionné et ce qui me passionne toujours. Et vous choisissez délibérément, donc en 1974, ou je ne sais plus, de devenir, donc, enfin, vous êtes certainement, il y a un concours, je suppose, avec, sans doute, il va falloir faire des travaux pour un mémoire, et vous devenez architecte en chef des monuments historiques. Oui. Avec petit intermédiaire, j'ai été architecte des bâtiments de France. Ah, alors quelle différence entre un architecte des bâtiments de France et un architecte en chef des monuments historiques? Je vais aller être très simple. L'architecte des bâtiments de France s'occupe de l'évolution des quartiers autour des monuments historiques.
c'est-à-dire du quartier, de l'environnement. Hein. Et donc, ce sont les permis de construire qui passent dans l'Agence des bâtiments de France et qui sont amendés, modifiés ou refusés en fonction de leur qualité. Voilà. Avec, de la part des architectes de France, un travail d'animation. Hein, alors que l'architecte en chef des monuments historiques, alors l'architecte du bâtiment de France est un architecte fonctionnaire. L'architecte du monument historique est un architecte fonctionnaire, mais qui a un statut tout à fait bizarre, puisqu'il est libéral. C'est-à-dire qu'on a des monuments qui sont en fonction des travaux qu'on fait. Et l'architecte donc, des monuments historiques s'occupe des travaux sur les monuments et peut faire tout ce qu'il veut à côté, puisqu'il est libre de faire autre chose. Alors ce qui m'a beaucoup intéressé justement, et j'ai pu faire, c'est comment superposer ou faire cohabiter des travaux sur des monuments historiques en y ajoutant des choses qui servent aux gens d'aujourd'hui. Et voilà, c'est ça qui m'a passionné. Et je suis arrivé même à faire le cours à Chaillot, où j'avais été élève 20 ans avant, sur la réutilisation des monuments historiques. Écoutez, je vous félicite parce que avant de vous interroger, pour préparer consciencieusement notre entretien, j'avais essayé de comprendre une nouvelle fois, parce que ce n'est pas la première fois, la différence entre les monuments historiques, architectes des monuments historiques et architectes des bâtiments de France, et je n'avais pas compris. Alors que là, vous avez été, même en consultant les notices, hein, parce que dans les deux cas, vous dépendez du ministère de la Culture. Tout à fait. Bon, là, en me parlant des quartiers autour des monuments, j'ai compris que ce n'était pas la même chose des monuments. Les uns s'occupent surtout des monuments, vous, et les autres du quartier. Mais moi aussi, j'ai mis du temps à comprendre. Ça me console. Bien. Pour devenir architecte en chef des monuments historiques, ce que vous devenez donc en 1979, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il y a un concours. Il y a un concours. Oui, il y a un concours. Et en 79, donc je ne me rappelle plus exactement la date, c'est 79, il y a longtemps donc. Oui. Il y avait, je ne sais plus combien d'années, mais 7, 8, 10 ans qu'il n'y avait pas eu de recrutement. Et donc, c'est une session et on a été assez nombreux à être reçus. On était 8, je crois, sur 40. Donc, en principe, il y a 40 architectes en chef. Je ne sais pas d'où vient pourquoi ce chiffre-là. Tiens, je me pose la question là aujourd'hui. Et il y en avait, à ce moment-là, il n'y en avait plus que 23. Parce qu'ils étaient partis à la retraite, et le ministère n'avait pas remplacé pour une raison X ou Y. Et donc nous avons été 9 à être reçus à ce concours-là, qui a été très important. Donc c'était un concours où il y avait des épreuves de dessin, d'histoire, etc. Et puis d'architecture. Et ensuite il y a eu une thèse. Il y avait un mémoire, non, c'est pas à ce moment-là que vous avez fait ce mémoire sur l'église de Campan, non? Voilà, et donc il y a une thèse ou un mémoire, voilà. Et j'étais donc à ce moment-là à Tarbes, hein, et j'étais tombé amoureux de ces églises-là, et j'ai proposé ça comme sujet de thèse, voilà. Et donc j'ai fait mon travail là-dessus. Alors là, pour la première fois, on parle de Tarbes, de la Bigorre. Jusque-là, on a parlé de la Dordogne, de Toulouse au départ, de Paris, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous attire en Bigorre, là? C'est un peu comme... c'est tout à fait le hasard. Il y avait le poste qui était architecte du bâtiment de France qui était libre. Et j'ai accepté de venir à Tarbes en me disant, on verra bien. J'étais quand même du coup pas très loin du coin. Je connaissais Toulouse. Je ne connaissais pas Tarbes, d'ailleurs. Voilà. Parce que le territoire d'action de l'architecte en chef des monuments historiques est un territoire, là aussi, compliqué à délimiter. Ce n'est pas un département, ce n'est pas une région. Oui. En principe, on avait un département, parce que les choses ont évolué. Quand j'ai démarré, tous les travaux sur les monuments historiques classés étaient faits par les architectes en chef.
Des Hautes-Pyrénées, d'un département. Non, tous les architectes, tous les... d'accord. voilà, et donc on se partageait. Et donc ces travaux sur les monuments historiques classés ont été faits uniquement par les architectes en chef jusqu'à il y a une quinzaine d'années. Il y a une quinzaine d'années, les travaux sur les monuments historiques appartenant à l'État sont restés sous l'ancienne solution, c'est-à-dire que les architectes en chef font les travaux sur les bâtiments appartenant à l'État, les autres, il peut y avoir un concours. Donc c'est-à-dire qu'on peut changer d'architecte en chef, et il y a eu aussi les architectes des patrimoines. Donc le système a quand même beaucoup évolué, ce qui fait que les architectes en chef ont moins de travaux, si ce n'est que, quand on regarde bien, les grands ministères, les grandes cathédrales, etc., c'est là où il y a le plus de boulot. Notre-Dame de Paris actuellement, voilà. Et donc on a quand même tout ce travail-là à faire. Je dis on, parce que je n'y suis plus. Enfin, voilà. Donc, c'est ce travail-là. Ensuite, à côté, ce que je disais, à côté de ce travail-là, les architectes peuvent faire d'autres choses. Moi, il m'est arrivé, effectivement, par extension, de faire des bâtiments neufs, etc. À titre privé, quoi. Tout à fait privé, oui. D'accord. Parce que quand on regarde votre curriculum vitae, on voit donc architecte en chef de monuments historiques chargé successivement de l'Ariège, 79-80, oui. Des Hautes-Pyrénées, 74-92, du Tarn-et-Garonne, 74-92, du Tarn. Et puis il y a également, vous êtes chargé aussi de certains monuments précis, de la tour de Babotte, oui. C'est à Montpellier, oui. De la promenade du Pérou aussi, vous êtes chargé du château de Saint-Germain-en-Laye, vous devenez inspecteur général. Voilà, c'est au moment où je deviens inspecteur général que les circonscriptions, que je conserve des circonscriptions, notamment le département de Lot-Garonne et Toulouse, les Pyrénées-Atlantiques, et que j'ai à ce moment-là le château de Saint-Germain-en-Laye, les archives nationales, le musée de Cluny à Paris, etc. Voilà. Ça paraît fou de demander à la même personne, oui, complètement, oui, tout à fait, de se déplacer sans arrêt. Oui, vous avez passé votre vie dans le train ou dans l'avion. Mais la Balombe bleue, oui, j'ai bien connu. Et en fait, en plus, il fallait suivre les commissions, la commission supérieure des monuments historiques. C'est comme ça qu'elle s'appelait à ce moment-là, où tous les 15 jours, on regardait les travaux les plus intéressants ou qui posaient le plus de problèmes. Donc j'étais effectivement tous les 15 jours, et donc ce qui me permettait d'être à Paris et de suivre les chantiers ce jour-là aussi, l'après-midi ou la veille ou le lendemain, pour les chantiers de Saint-Germain-en-Laye, etc., etc. Et est-ce que vous aviez votre mot à dire? Est-ce qu'on vous a dit un jour, vous avez la promenade du Pérou à Montpellier, oui. Vous occupez? Ou est-ce que vous avez candidaté, ou est-ce qu'on vous a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour... Alors, oui, là c'était un problème, c'était un confrère qui avait des problèmes, et qui ne... Voilà, c'est ça. Et donc on m'a posé la question, est-ce que... Alors, j'en ai refusé certains. Voilà, l'abbaye de Fontevraud, on m'avait proposé l'abbaye de Fontevraud, c'est quand même pas mal. Mais Fontevraud-Tarbes, quand on regarde sur... voilà, c'était direct. Donc j'ai refusé. Voilà. Alors, plutôt, bien entendu, on ne peut pas, je suis incapable de vous poser de bonnes questions sur chaque département ou chaque monument, et on y serait jusqu'à demain. Ne le regrettez pas, amis auditeurs, puisque Bernard Rouinchet a accepté de faire des cours à l'UTL, où là, il pourra parler, il aura tout le temps de parler de sujets. Là, simplement, je voudrais égrener quelques monuments pour que vous nous en parliez un petit peu. Je vais commencer par Campan. Campan, ça a été votre sujet de thèse. Ouais. Alors, bien sûr, pourquoi l'église de Campan? Nous la connaissons tous ici, dans les Hautes-Pyrénées. On dit qu'elle est belle, elle a ce cloître à côté, ça n'a pas de rapport avec l'église, mais il y a le monument aux morts qui est intéressant aussi. Oui. Mais on se dit, pourquoi pas Saint-Savin, pourquoi pas... Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré à Campan?
Alors, l'espace dans lequel il y a puisqu'il y a Campan, Pouzac, j'ai étudié les 5-6 églises. Ah bon, voilà, je ne savais pas. Oui. Ah bon. Oui, j'ai fait. En fait, en commençant à étudier Campan, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de similitudes avec les églises cotées et que c'était intéressant de les regarder. Hein. Donc, ça, je vous propose d'ailleurs d'exposer cette chose-là. Voilà. Peut-être un premier cours, oui. En février. Voilà. Et donc, quand on regarde bien, et j'ai découvert des choses tout à fait exceptionnelles, on verra, tout à fait curieux. Hein, voilà. Mais c'était en cours d'études que j'ai trouvé tout ça. Non, parce que c'est l'originalité. Voilà, mais c'est ouais. C'est quoi? C'est parce que là, il n'y a pas beaucoup de baroque. L'allure, la façon dont ça a été posé dans le paysage, et puis surtout les charpentes. On verra que ça, c'est quelque chose le travail sur du bois, qui est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout en Dordogne, par exemple. Hein, voilà. Donc c'est quelque chose qui a une particularité qui m'est arrivé, que j'ai compris petit à petit d'ailleurs. Je l'avais plus ou moins pressenti, parce que ces clochers, etc., qui sont très, très curieux. Il y a une espèce de culture, mais qui a des difficultés à s'exprimer, parce que c'est pas un pays qui était très riche. Hein, donc il y a eu des adaptations subtiles, très intéressantes. Pas très riche, mais quand même, la vallée de Campan était, vous le savez, oui. un pays de cocagne, considéré comme un pays de cocagne pendant quelques temps. Et qui avait du commerce avec le beurre et tout ça. Voilà, le beurre, ça, on en parlera d'ailleurs. Bien sûr. Et il y a une parenté entre les matériaux, l'architecture, de ces églises, de Asté, etc. Pouzac. Oui, Pouzac. Manière, oui. Il y a une parenté. Ah oui. Alors, puis on verra que les premières pierres, elles sont très anciennes. Il y a certainement une liaison avec les Romains. Donc, voilà. Mais malheureusement ou heureusement, ces églises, qui tout à fait au début étaient minuscules, ont grossi justement quand même, parce que les populations ont beaucoup augmenté. Et c'est très très intéressant justement de voir comment les hommes se sont construits des bâtiments à leur service et à leur nombre. Voilà. C'est ce qui est passionnant. Et puis comment ils ont pu combattre à certains moments les problèmes qui leur sont tombés dessus, si j'ose dire, parce qu'il y a eu tremblement de terre, et comment ils ont réglé ces problèmes. L'incendie à Campan complet de l'église, voilà, à la fin du XVIIe. Voilà. Bien. Alors, après, vous êtes intéressé notamment, j'ai picoré là, à droite, à gauche, et vous ne savez pas, on ne l'a pas préparé. Oui. Donc, vous êtes intéressé au site antique et surtout à l'ancienne cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Oui, je me suis intéressé, oui, voilà. Bon. Là, nous sommes... Bon, le site antique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un architecte s'intéresse donc à cette cité qui était une cité gallo-romaine assez prospère, dont on a quand même découvert pas mal de choses, et on continue d'ailleurs à découvrir. Oui. Un architecte, là, dans votre cas, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il n'est pas question de restaurer, comment il travaille avec les archéologues? Alors, je veux dire qu'il y a 40 ans, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui, et j'ai été tout à fait au début laissé seul. Et donc, je pense que j'ai fait des bêtises à ce moment-là, parce que je ne suis pas archéologue. Il faut dire d'ailleurs qu'un architecte, c'est ni un historien, ni un archéologue, ni un sociologue, ni un urbaniste. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu difficile à définir d'ailleurs quand on y réfléchit. Hein. Alors, il a quelques notions de comment construire, comment les matériaux se mettent les uns sur les autres. Il a des notions de ce que veulent les gens. Hein. Voilà. Et quand on le met devant un mur antique qui se balade un peu partout, quoi faire?
Hein? Alors, est-ce on le recouvre pour qu'il reste pour la postérité? Est-ce qu'on le met en valeur? Si on le met en valeur et comme à Saint-Martin-de-Comminges, si on déterre un mur, si on laisse comme ça, avec la pluie qui tombe comme aujourd'hui, il ne va pas durer longtemps, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, à Saint-Martin-de-Comminges, j'avais fait des projets pour le bâtiment. Quand on arrive à Saint-Bertrand, sur la gauche, il y a un petit bâtiment récent, et puis derrière, il y avait un marché. Et donc j'avais fait un projet pour faire une toiture là-dessus, parce que il y avait des mosaïques, etc. Ces mosaïques ont été déposées, pas par moi, et puis sur du bois. Le bois a pourri et toutes les mosaïques sont mélangées, et donc a tout perdu. Vous voyez, bon, donc c'est compliqué c'est une expérience pour moi qui a été assez désagréable. Hein. Alors je n'étais pas responsable, mais mon projet, j'ai vu, je l'ai essayé de le porter, puis il n'a pas abouti. Et c'est très, très dommage. Alors, vous étiez beaucoup plus à l'aise avec l'église. L'église, voilà. Et donc là, si vous voulez, ça a été des période un peu compliquée parce qu'il y a au niveau des archéologues, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas d'argent. Voilà. Alors que maintenant, je pense qu'on s'y prendra autrement. Hein, voilà. En revanche, j'ai essayé effectivement aussi de mettre en valeur un peu le théâtre. Hein, on a stabilisé le théâtre, on a fait des remblais. Voilà. On voit maintenant, alors que quand je suis arrivé, il y avait plein d'arbres partout, on ne voyait pas le théâtre. Bien. Par contre, l'église, alors là, effectivement, c'est plus mon métier, je dirais, voilà, de conserver. Et où avez-vous, qu'est-ce que vous avez restauré dans l'église, si vous vous souvenez, parce que tout ça, c'est quand même ancien. Oui. On a occupé de quel... tout l'intérieur. Tous les enduits intérieurs. Oui, on a repris les enduits intérieurs ça tombait. Donc, on a pu tout stabiliser de manière assez. Je pense, je ne suis pas repassé depuis assez longtemps, mais je crois que ça n'a pas bougé, quoi. Et un architecte, par exemple, dans une église, il s'occupe non seulement des structures, des charpentes, mais des fresques et de tout ce qui est en bois, comme les stalles, par exemple, et tout. Oui, la responsabilité est totale. Alors, là aussi, ça a évolué, et il y a aussi maintenant des conservateurs qui se sont spécialisés dans la restauration des fresques, des peintures. Donc là, il y a une collaboration qui s'établit, et c'est intéressant d'avoir des gens qui viennent d'un peu tous les horizons et qui se penchent sur le même problème. Ça, c'est une richesse. Quand j'ai démarré, il y avait très peu de cette chose-là. Donc on était un peu seuls, souvent, et il y avait un manque de richesse. Quand on est plusieurs à regarder un objet, il a une valeur multiple, je dirais. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est un métier qui devient beaucoup plus riche. Aujourd'hui, on a la difficulté à imaginer combien tout ce qui concerne le patrimoine a fait des progrès, combien ça a été et dans les mentalités et dans les structures officielles, etc. Voilà. Alors il faut se dire aussi que tout ce qui était à Paris était déjà beaucoup plus riche, parce qu'il y avait des archéologues qui étaient sur place, etc. L'administration, moi j'ai connu l'administration, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'administration régionale. Elle s'est créée au moment où j'ai été architecte nommé architecte. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a eu une structure sur place qui a permis justement de ces connexions. Alors ça a un peu compliqué aussi les choses. Alors qu'avant, tout était à Paris. Alors quand il y avait un gros problème à Versailles ou au Louvre, il y avait tous les gens qui étaient disponibles. Et là maintenant, on retrouve ces choses-là. On vient beaucoup plus facilement de Paris. Mes inspecteurs, ils venaient en voiture. Ils mettaient 2 jours. Ils mettaient 2 jours pour venir de Paris.
Je passe malheureusement rapidement sur Toulouse. À Toulouse, vous êtes occupé de monuments prestigieux, l'ancien couvent des Jacobins, le Capitole, la cathédrale Saint-Étienne, l'hôtel d'Acésa. Qu'est-ce qui a été le plus... Tout est intéressant, bien sûr, mais qu'est-ce qui vous a le plus accroché, si je peux dire, dans... Ah ben oui, il y a moi j'ai terminé la restauration du Capitole qui avait été démarré 20 ans Qu'est-ce plus qu'il y avait tôt. au Capitole à restaurer? Oui, je vous pose la question naïvement, vu Alors, de loin. au Capitole, ben, il y avait à la salle des illustres, les peintures. Donc là j'ai fait ça tout seul, les peintures, voilà, c'était il y a déjà pas mal de temps. Il y a eu des aménagements contemporains à faire, hein, qui est dans des parties 19e. Il y a eu la cour, qui avait été très très maltraité. Il y avait des restaurations qui avaient été très mal faites, il y avait du béton, etc. Alors, quand on a enlevé, on a fait des enduits, on a fait la fausse brique, parce que la brique avait été... la cour avait été très 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 détruite. Hein. Voilà, C'est là que le comte de Montmorency donc, a été exécuté. Voilà, lui, il avait déjà été détruit le premier, puis la cour a été détruite après. Voilà. Et puis, tout dernièrement... On vient de refaire stabiliser la façade, puisqu'il y avait des morceaux de pierre qui tombaient. Il n'y en avait jamais qui étaient tombés sur les jambes, enfin, il y en avait été quand même très gros. Et donc on vient de tout stabiliser. On vient de finir les travaux, là, il y a 3 mois. Voilà, ça c'est le Capitole. Et puis ce qui m'a bien intéressé, c'est aussi Saint-Pierre-des-Cuisines. Ah oui. Voilà, Saint-Pierre-des-Cuisines. Situé, moi je sais très bien où c'est, parce que j'ai un ami qui habite en face, mais on ne le sait pas. Voilà, c'est à l'extrémité du pont de l'ancien pont suspendu, c'est le nom de Saint-Pierre. Et c'était un édifice qui était en ruine, sur lequel était tombé en 1950, juste après la guerre, était tombé un petit avion. Il faut le faire. Et donc, qui avait été un édifice depuis le 5e siècle, qui a évolué avec des églises successives, puis ensuite à la Révolution, on a tout cassé. Et Napoléon a fait une caserne à l'intérieur, donc c'était plein de poteaux, et puis voilà. Et donc, quoi faire, ça tombait. Il y a eu le feu parce qu'il y avait des gens qui habitaient de manière un peu sauvage. Et quoi faire? Et donc avec Monsieur Baudis, qui était le maire à cette époque-là, on a décidé de faire un théâtre. Ça a mis... alors il voulait faire le théâtre de la ville. Bon, et on s'est rendu compte que ça ne rentrait pas. Oui, c'était petit. Voilà, c'était trop petit, donc il a fait le théâtre ailleurs. Et là, on a fait l'auditorium de l'école de musique et du conservatoire. Voilà. Et donc ça a mis du temps, et des salles de danse, etc. Et c'est sur un de ces projets comme ça, un peu au-dessus de la Sésame, sur ce projet-là, où j'ai essayé de mettre en forme mon sentiment qu'un monument historique, il peut évoluer, il doit évoluer quand il faut qu'il évolue. Voilà. Donc ça, c'était pour moi un projet très, très riche. Rapidement aussi, malheureusement, Bournazel. Alors Bournazel, tout le monde n'a pas eu la chance de naître en Aveyron, donc tout le monde ne sait pas où est situé le château de Bournazel, mais c'est une merveille dont vous avez d'ailleurs toujours la charge, je crois. Oui, oui. Voilà. Alors là aussi, par rapport à Millau, on peut dire c'est pas très loin de Millau, non? Ah non, c'est de l'autre côté. C'est au nord-ouest de Rodez. Oui, c'est entre Villefranche, Rodez et Conques. D'accord. Voilà. Et comment donc ce monument, bon, il faut expliquer que c'était les houillères d'Aquitaine, non, qui en étaient propriétaires. Donc c'est un château d'abord qui date au départ, enfin médiéval. Oh oui, certainement, il existait déjà au XIIe siècle. Voilà, mais avec une façade Renaissance, non? Voilà, magnifique. et donc il y a encore des éléments gothiques, médiévaux, oui. Et au milieu du XVIe siècle, il y a les gens qui étaient assez riches pour se payer un nouveau château, qui ont fait un château Renaissance à côté. Et ça se touche, voilà. Donc il y a un ensemble tout à fait important. Et aujourd'hui, les houillères d'Aquitaine donc ont vendu, et c'est un propriétaire privé, voilà. Qui transforme petit à petit ce château et qui a eu une histoire de la restauration il y a 17 ans déjà.
ou 15, oui, 17 ans, que l'on travaille là-dessus. Petit à petit, on restaure. Et puis, on a eu la veine de retrouver sous un remblai plus de 1000 pierres sculptées, qui étaient les corniches, les balustrades, les encadrements, etc., et qui ont permis de rétablir, de restituer le château qui avait été démoli, à moitié démoli. Hein, voilà. Et donc de restituer quelque chose qui est tout à fait exceptionnel en France, parce que ce château a été inspiré par Serlio, qui est cet architecte italien ramené par l'évêque de Rhodes, qui était ambassadeur à Venise, qui a ramené cet illustre architecte auprès de François Ier, et qui a inspiré les architectes qui ont fait ce château de Bournazel. Voilà, c'est directement. Alors c'est la façade la plus avec des serliennes, puisque le Serlio a donné son nom à une sorte de fenêtre. Donc c'est l'élément le plus typique de Serlio en France. Voilà. Donc on a restitué ce château-là. Et quand on restaure, donc, puisque c'est votre tâche principale, alors on a comme documentation, il y a d'abord des trouvailles, comme vous disiez à Bournazel, on peut découvrir en aménageant des restes de chapiteaux, etc., qui donnent une idée de... Oui. Bon, il y a la documentation des archives aussi. Oui, bien sûr. Oui. Et ensuite, l'architecte, qu'est-ce qu'il a comme idée? On en parle beaucoup pour Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il faut restaurer, essayer de reconstruire à l'identique, ou est-ce qu'on peut introduire, soit dans les matériaux, soit même dans certains aménagements, des formes contemporaines adaptées? Voilà, à Bournazel, pour répondre à une question très complexe. À Bournazel, on a fait 3 choses. On a stabilisé les choses existantes, et en les transformant le moins possible. On a restitué les 2 ailes qui avaient été démolies après la Révolution, et qui avaient été volontairement démolies parce que c'était en ruine, mais il y avait eu un incendie, etc. Et donc, on a réutilisé tous les matériaux qu'on a trouvés, on les a complétés, mais là, on avait des éléments excessivement sûrs, au demi-centimètre près. Voilà. Et puis, en sous-sol, on a fait un auditorium totalement contemporain de 150 places pour recevoir les gens, faire des concerts, etc., etc. Donc, ça, c'est caricaturalement, on peut dire qu'il y a de la préservation, de la restitution et puis un ajout. C'est le cas, effectivement, que l'on remplace en beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe à Notre-Dame de Paris. À Notre-Dame de Paris, il y a des choses qui sont à préserver, qui existent encore, qui sont solides ou pas, et qu'il faut consolider. Il y a des choses, faut-il les restituer? La flèche de Viollet-le-Duc. Et puis, ensuite, faut-il modifier ou apporter quelque chose du XXIe siècle? Et si on regarde bien l'histoire de Notre-Dame, ça n'a pas arrêté. On a apporté des choses, démoli, refait, etc., etc. Et je pense que les polémiques qu'il y a aujourd'hui sont à la fois excessives et ridicules, parce que si on regarde bien l'histoire, il y a les 3 choses ou 4 choses qui sont... La 4e, ça peut être par exemple Lascaux. On fait une copie, on y va, on ne voit pas l'original. On voit une copie superbe. Et quand vous voyez les yeux émerveillés des gens qui en ressortent, vous vous dites, bah oui, bien sûr qu'il fallait le faire. Hein, vous voyez. Donc, à Paris, je pense qu'on a le droit, et on a même le devoir, de faire des choses nouvelles. Et il y a une chose, moi, qui me paraît essentielle, c'est que depuis, disons, un siècle, on se sert de l'électricité, et de manière de plus en plus extraordinaire, et de l'informatique. Pourquoi
on n'utiliserait pas, puisque c'est ce que nous savons faire aujourd'hui, cette chose-là pour mettre l'édifice en valeur, mais aussi faire comprendre et aussi permettre aux gens qui visitent ou qui prient de mieux visiter et de mieux prier. Je pense que c'est évident qu'il faut être très humble et se dire, il y a toutes ces cas de figure. Alors, suivant les gens, il peut y avoir plus ou moins de restauration, plus ou moins d'apport, mais les polémiques qu'on voit, moi j'en ai vu, mais c'était absolument horrible, avec des gens qui ont des idées, qui veulent avoir des idées, ça va jusqu'à mettre une piscine sur la toiture, hein, bon. À quoi ça sert? Il y a des piscines, c'est plus facile de les faire ailleurs. Voilà, donc si vous voulez, mais ça on pourra en reparler. Hein. Je crois que c'est une chose intéressante. Mais par exemple, pour Notre-Dame de Paris, il y a eu comme proposition à un moment donné que plutôt que les charpentes, bien sûr, inflammables, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser, je ne sais pas moi, de l'acier ou des choses comme ça? Oui, oui. Vous auriez souscrit à cela ou... Alors, il y a un exemple exceptionnel. C'est Reims, où la charpente a été superbement été refaite en béton. C'est superbe. Hein. Quand on se balade là-haut, voilà. Donc ça a été déjà fait. Il se trouve qu'à Paris, il y a un architecte en chef, relativement récent, qui a fait sa thèse sur la charpente. Et on connaît par le menu cette charpente, avec un savoir-faire exceptionnel. C'est pas totalement idiot de vouloir le refaire à l'identique. Voilà. Et s'il y a des choses, des apports à faire, c'est certainement ailleurs. Très bien. Et on va terminer ce tour d'horizon ultra rapide par Lourdes. Parce que c'est là, en parlant de la flèche de Notre-Dame, que j'ai pensé, moi, à la flèche de Lourdes, sur laquelle vous avez travaillé pas mal. Donc, à Lourdes, vous êtes occupé de la basilique Notre-Dame du Rosaire, notamment. Oui. Notamment de la façade, là, qui a été reprise... avec des mosaïques. Avec des mosaïques. Et puis de la flèche aussi, et peut-être d'autres choses, bien sûr. Dites-nous quelques mots, s'il vous plaît, sur Lourdes. Oui, ça pourrait être un sujet. Oui, je pense, oui. Non, parce que c'est assez intéressant, et, au niveau de l'évolution d'ailleurs, du chantier, parce que ça fait 25 ans que j'y travaille. Alors, on est allé là de la stricte conservation au niveau des mosaïques intérieures, par exemple. Donc là, on a essayé de voir... Elle souffrait déjà du temps. Oui. Ah bon. Oui. Il y avait des grands morceaux qui étaient en train de se décoller. Et on est allé, par exemple, à Venise, choisir les mêmes couleurs des tesselles que celles qu'il y avait pour voir exactement ce qu'il fait. Voilà. Donc il y a un travail, si vous voulez, fin à faire pour la stricte conservation. Et puis, il y a des changements qui ont été faits radicaux, c'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, c'est que dans la basilique du Rosaire, les voitures avec les handicapés et les malades ne pouvaient pas accéder. Donc, il y a 25 ans ou 20 ans, on a fait une grande rampe. Et on a fait rentrer les gens. Ça, on ne le voit pas trop, mais c'est une modification importante par rapport... Oui. Donc, il y a une adaptation. Il faut se dire que l'architecture, c'est au service des gens. Et puis ensuite, il y a les mosaïques de la façade extérieure, qui sont un apport voulu par l'évêque Perrier, qui dit cette façade est tristounette, et en fait, effectivement, le matin, quand il y a du soleil, elle est devenue intéressante. Donc c'est un peintre qui est d'ailleurs jésuite, qui est très très intéressant, qui fait beaucoup de mosaïques, qui nous a fait ça. Donc on s'est bagarré avec lui parce qu'il voulait en mettre trop. Je l'ai laissé dans les fenêtres, etc., pour conserver l'architecture. Et puis aussi la stricte conservation, c'est toutes les façades. Et puis dernièrement la flèche, qui a été faite en pierre dite de Lourdes, qui est une pierre, contrairement à ce qu'on peut croire, qui tient un siècle, mais guère plus, quoi. Donc là, on a changé, vous voyez, ces éléments qui sont sur les arêtes des flèches,
qu'on appelle des crochets, qui font ces taches de foncé et de clair, hein, qui marquent les arêtes. On en a changé pratiquement les 2 tiers. En une autre pierre, non? Non, alors oui, c'est une pierre qui vient des carrières d'identique, mais en Pyrénées Atlantiques. Voilà. Et puis il y a aussi, on terminera là-dessus, mais l'évêque Berrier avait voulu qu'on refasse un hôtel dans la grotte. Oui. Et donc avec lui, on était allé chercher une grosse pierre dans une carrière, et on l'avait juste sciée pour qu'on puisse s'en rapprocher sans se rappeler les vêtements. Voilà. Donc si vous voulez, c'est très varié. Beaucoup de choses. Alors, on va s'arrêter là, et je suis sûr que les auditeurs de ce podcast le regrettent. Ils ont raison, mais je ne les plains pas, puisque donc à partir du début février, Bernard Boincher, qui était notre invité, donc architecte en chef des monuments historiques, viendra faire une série de cours à l'UTN. Bernard, merci et à bientôt.